Le 29 janvier 2025, une rupture brutale secoue l'Afrique de l'Ouest lorsque trois États du Sahel annoncent en quelques heures la création d'une alliance militaire unifiée. Le contraste entre une coalition forte de 88 000 soldats et un territoire où les groupes djihadistes contrôlent encore près de 40% du Burkina Faso met à nu une équation stratégique instable que chacun tente désormais de décrypter. Dans ce contexte, le pari lancé par Ibrahim Traoré soulève une interrogation décisive pour les populations. Cette union marque-t-elle une reprise de souveraineté ou l'entrée dans une zone de turbulence prolongée? L'avenir du Sahel s'ouvre puis se resserre dans la même impulsion. L'Alliance des États du Sahel promet une recomposition profonde du rapport de force régional, mais cette promesse s'accompagne d'enjeux considérables qui dépassent largement le seul cadre militaire. Au cœur de cette dynamique, une idée domine: garantir une sécurité durable sans tomber dans une dépendance extérieure renouvelée, une ambition qui paraît simple mais qui exige une coordination politique rigoureuse entre trois États aux trajectoires souvent divergentes. Dans cette perspective, la question déterminante n'est plus seulement de savoir si l'alliance peut repousser les groupes djihadistes, mais si elle saura préserver sa cohésion interne lorsque les pressions géopolitiques s'intensifieront et que les intérêts nationaux entreront inévitablement en friction. L'enjeu réel devient alors double: maintenir l'équilibre militaire acquis dans les premiers mois, tout en construisant un socle politique capable de résister aux sanctions, aux tensions diplomatiques et aux divergences stratégiques persistantes entre Burkina Faso, Mali et Niger. Au bout du compte, ce qui se joue dans cette alliance n'est rien de moins que la capacité du Sahel à inventer son propre modèle de souveraineté et à le faire tenir face à un environnement international de plus en plus polarisé. En 6 mois d'existence, l'Alliance des États du Sahel a réduit de 30% les attaques djihadistes sur plusieurs zones frontalières, révélant un bouleversement opérationnel que peu d'observateurs anticipaient à ce rythme. Ce recul mesurable, bien qu'inégal selon les régions, constitue la première preuve tangible que le pari stratégique lancé sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré peut transformer la dynamique sécuritaire du Sahel. Ce résultat, provisoire, n'est pas né du hasard. Il s'inscrit dans une chaîne causale où chaque décision, du retrait de la CEDEAO à la mise en place d'un commandement unifié, a réorienté la région vers une logique de défense collective. Dès l'annonce du départ conjoint du Burkina Faso, du Mali et du Niger, une accélération s'est enclenchée: partage systématique du renseignement, synchronisation des offensives terrestres, usage élargi des moyens aériens et concentration des capacités logistiques sur les zones les plus vulnérables. Cette coordination, autrefois fragmentée ou freinée par des rivalités bilatérales, a permis d'obtenir une réactivité plus rapide face aux incursions et une anticipation plus fiable des mouvements ennemis. Elle a également facilité la mise en œuvre d'opérations simultanées sur plusieurs fronts, affaiblissant la marge de manœuvre des groupes armés et réduisant leur capacité à exploiter les frontières poreuses. Parallèlement, l'environnement politique dans lequel évolue cette alliance est devenu l'un des paramètres déterminants de sa trajectoire. La rupture avec les puissances occidentales, perçue comme une provocation par certains partenaires internationaux, a renforcé la pression diplomatique sur les trois États, tandis que les soutiens venus d'acteurs extérieurs comme la Russie, la Chine ou la Turquie ont repositionné le Sahel dans un échiquier géopolitique plus disputé. Cette redistribution des influences n'a fait qu'amplifier le besoin d'une cohésion interne solide, car toute fissure entre les trois capitales pourrait compromettre une architecture sécuritaire encore fragile. Ainsi, la réussite initiale de l'alliance tient autant aux avancées militaires qu'à la capacité de ses dirigeants,
au premier rang desquels Ibrahim Traoré, à maintenir un front politique aligné malgré les tensions structurelles qui persistent. Au plus près du terrain, les premiers signaux de transformation ne viennent pas des communiqués officiels, mais des trajectoires individuelles de celles et ceux qui vivent et opèrent dans les zones frontalières. Dans la région de Mopti, un officier malien témoigne que, pour la première fois depuis plusieurs années, les patrouilles conjointes parviennent à maintenir une présence continue sur des routes auparavant abandonnées aux groupes armés. Cette présence accrue ne se traduit pas seulement par une pression militaire. Elle permet aussi de sécuriser des couloirs essentiels à la circulation des vivres, donnant un début de répit à des villages qui avaient vu leurs points d'approvisionnement se réduire mois après mois. Plus au nord, à la frontière entre le Niger et le Burkina Faso, des habitants rapportent que la reprise de certains axes routiers a permis le retour progressif des marchés hebdomadaires. Ces espaces d'échange, modestes mais vitaux, étaient devenus impraticables en raison des menaces, forçant une grande partie de la population à s'approvisionner par des itinéraires détournés et dangereux. La réouverture de ces marchés ne signifie pas que la menace a disparu, mais elle crée un point d'ancrage social dont les communautés avaient cruellement besoin pour sortir de la paralysie. Ces deux cas, bien que situés sur des lignes de front différentes, illustrent une logique commune. Les gains militaires n'acquièrent de sens que lorsqu'ils se traduisent par une réduction visible de la vulnérabilité quotidienne. La question demeure alors simple mais décisive. Ces progrès locaux réussiront-ils à s'étendre et à se consolider dans la durée avant que la pression adverse ne regagne du terrain? Le déclencheur survient bien avant l'annonce officielle de janvier 2025, lorsque les trois capitales comprennent que leurs réponses dispersées n'enrayeront plus l'avancée des groupes djihadistes qui, selon les estimations internes, contrôlent déjà près de 40% du territoire burkinabé. Cette réalité brutale impose un changement de méthode. Le retrait coordonné du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO devient alors le premier acte d'une rupture assumée, marquant la volonté de reprendre le contrôle de la sécurité régionale en dehors des cadres traditionnels jugés inefficaces. Les discussions discrètes entre États-majors s'accélère, donnant naissance à une feuille de route militaire où la mutualisation des moyens, la fusion progressive du commandement et le partage total du renseignement deviennent les piliers d'une stratégie nouvelle. Dans cette phase initiale, Ibrahim Traoré joue un rôle moteur en insistant sur la nécessité d'un centre de décision unifié capable d'agir plus vite que les insurgés, lesquels exploitent les frontières poreuses et les lenteurs administratives pour étendre leur influence. Le point culminant arrive le 29 janvier 2025, lorsque l'Alliance des États du Sahel est officiellement proclamée. La mise en commun de 80 000 soldats, de plus de 300 chars, de 470 véhicules blindés et d'une force aérienne comprenant 30 avions et 70 hélicoptères donne immédiatement une dimension opérationnelle à ce qui, quelques mois auparavant, n'était encore qu'un projet risqué. Les premières opérations coordonnées commencent dans les zones frontalières, combinant des frappes aériennes ciblées et des mouvements terrestres simultanés. Cette synchronisation, rendue possible par la structure de commandement unifiée, perturbe les réseaux djihadistes habitués à exploiter les failles entre les trois pays. Les offensives se succèdent, récupération d'axes routiers stratégiques, réouverture de postes avancés abandonnés, sécurisation de couloirs humanitaires, tout cela contribuant à une reprise graduelle de segments entiers du territoire. La mesure la plus visible reste la réduction de 30% des attaques dans certaines zones dans les 6 premiers mois. Un résultat qui surprend même certains analystes et sceptiques quant à la capacité des trois armées à manœuvrer ensemble de façon durable.
Cependant, cet élan militaire suscite rapidement une réaction internationale. Sanctions ciblées, pression diplomatique et critiques publiques émanant de plusieurs puissances occidentales alimentent des tensions géopolitiques déjà intenses. Face à ces pressions, le soutien militaire de la Russie, l'aide économique de la Chine et l'expertise technologique de la Turquie deviennent des leviers essentiels, mais également des sources potentielles de nouvelles dépendances. La rémanence apparaît lorsque l'euphorie initiale laisse place à la complexité d'une alliance confrontée simultanément à trois défis: la persistance de groupes djihadistes capables de se disperser puis de frapper ponctuellement, la gestion de populations déplacées par millions et la montée de dissensions internes entre les trois gouvernements. Les divergences, notamment autour du rythme d'intégration des forces et de la répartition de certains commandements, menacent ponctuellement l'unité de l'Alliance. Le Burkina Faso, perçu comme le membre dominant, se retrouve sous un double regard: celui des alliés, vigilants face à toute concentration excessive du pouvoir militaire, et celui des opposants internationaux qui surveille les liens renforcés avec des partenaires non occidentaux. Dans cette configuration instable, la capacité de l'Alliance à maintenir la cohésion devient tout aussi cruciale que ses victoires tactiques. La question latente demeure: l'élan initial sera-t-il suffisant pour transformer ces avancées en une structure durable, ou les lignes de fracture interne finiront-elles par imposer un ralentissement stratégique? Les premiers émois de l'Alliance des États du Sahel ont permis d'observer une consolidation progressive des capacités militaires communes, rendue possible par la mise en réseau de trois armées autrefois fragmentées. Au cœur de cette convergence se trouve une donnée structurante: l'Alliance réunit 88 000 soldats, un effectif qui place la coalition parmi les forces les plus importantes d'Afrique de l'Ouest. Cette masse critique donne au dispositif régional une profondeur opérationnelle nouvelle. Elle offre surtout un avantage logistique décisif dans les zones où les rotations rapides sont indispensables. Cette concentration d'effectifs assure une présence continue sur plusieurs fronts simultanés. L'autre indicateur majeur concerne l'évolution de la violence sur le terrain. Dans plusieurs zones frontalières, du Mali et du Burkina Faso, les attaques djihadistes ont reculé de 30% au cours des 6 premiers mois. Cette diminution ne doit pas être interprétée comme une victoire finale, mais comme un infléchissement significatif du rythme des offensives ennemies. Les groupes armés conservent une capacité d'adaptation élevée, mais leur marge de manœuvre semble s'être réduite depuis que les opérations conjointes ciblent leurs itinéraires logistiques. La baisse observée reflète une pression simultanée qui perturbe leurs mouvements habituels. Un troisième repère quantitatif éclaire les conséquences humaines de cette dynamique sécuritaire. Au Burkina Faso, les déplacements internes ont diminué de 20%, un signal révélateur de l'effet psychologique et matériel d'une amélioration relative de la sécurité locale. Cette réduction traduit moins un retour complet à la stabilité qu'un ralentissement de l'exode forcé. Dans certaines provinces, les familles commencent timidement à regagner leurs habitations, même si la situation reste fragile. Cette tendance indique que certaines zones redeviennent praticables pour les habitants vulnérables. Au-delà de ces trois marqueurs centraux, l'Alliance a bénéficié d'un ensemble de soutiens extérieurs parfaitement identifiables dans les faits. La Russie a fourni des armes avancées et des conseillers, renforçant la capacité de planification et la modernisation des unités terrestres. La Chine, de son côté, a apporté une aide économique et technologique qui stabilise les besoins les plus urgents des appareils étatiques, notamment dans un contexte marqué par des sanctions occidentales croissantes. La Turquie a consolidé l'aile aérienne de l'Alliance, en particulier à travers l'apport de drones
et de méthodes de guerre asymétriques mieux adaptées au terrain sahélien. Toutefois, ces progrès mesurables s'accompagnent de contraintes structurelles qui n'apparaissent pleinement qu'à la lumière de ces mêmes chiffres. Une force de 80 000 soldats exige une coordination politique sans faille, alors que les divergences internes entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger persistent. La baisse de 30% des attaques reste concentrée sur des zones précises, ce qui laisse entière la menace dans d'autres régions du Sahel. La diminution de 20% des déplacements internes ne garantit pas pour autant une stabilisation durable, car les populations demeurent exposées au retour offensif et aux luttes d'influence. La question fondamentale devient alors: les gains observés sont-ils les prémices d'une architecture solide ou les effets temporaires d'une mobilisation initiale particulièrement intense? L'alliance des États du Sahel suscite deux lectures opposées, qui, toutes deux, méritent d'être présentées dans leur forme la plus robuste. Du côté des partisans, l'argument central repose sur l'idée que l'unification militaire était devenue indispensable face à l'effondrement sécuritaire observé depuis plusieurs années. Selon cette vision, la fusion progressive du commandement, le partage total du renseignement et la mise en commun d'une force de 88 000 soldats constituent enfin un mécanisme de défense cohérent capable de contrer des groupes djihadistes qui, jusqu'alors, profitaient des frontières poreuses et de la lenteur des coordinations bilatérales. Pour eux, la baisse de 30% des attaques dans certaines zones n'est pas un simple hasard. Elle résulte d'une approche collective jusque-là absente. À leurs yeux, l'Alliance représente la seule structure suffisamment solide pour maintenir une pression continue sur des réseaux armés très mobiles. En face, les critiques avancent une série de réserves tout aussi structurées. Selon eux, la mise en commun des armées ne fait que masquer des tensions profondes entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, tensions qui pourraient ressurgir au moindre désaccord politique. La domination perçue du Burkina Faso dans la prise de décision constitue un point sensible pour les deux autres membres, suscitant des inquiétudes quant à la distribution du pouvoir militaire. Par ailleurs, l'implication accrue d'acteurs extérieurs comme la Russie, la Chine ou la Turquie pourrait, selon ces critiques, entraîner une dépendance stratégique qui exposerait la région à de nouveaux rapports de force internationaux. Enfin, il souligne que les groupes djihadistes conservent une capacité d'adaptation considérable et pourraient exploiter la moindre fissure interne dans la coalition. Entre ces deux positions, une réponse équilibrée s'impose. Les premiers résultats positifs montrent que la coordination militaire porte effectivement ses fruits, mais ils ne garantissent pas pour autant une stabilité durable. La solidité de l'alliance dépendra autant de sa capacité à maintenir l'effort militaire que de sa faculté à gérer les divergences internes et à éviter une polarisation géopolitique accrue. La question n'est donc pas de choisir un camp, mais d'évaluer dans quelle mesure les gains actuels peuvent résister au temps, à la pression extérieure et aux tensions qui couvent encore entre les trois partenaires. Une fissure devient visible. Alors que les premières victoires militaires renforcent l'élan de l'Alliance des États du Sahel, une tension plus discrète mais structurante commence à émerger entre les trois capitales. Les discussions autour du partage des responsabilités opérationnelles révèlent des divergences persistantes. Certains officiers maliens et nigériens redoutent que le poids militaire du Burkina Faso, consolidé par la stratégie voulue par Ibrahim Traoré, n'oriente trop fortement les décisions collectives. Ces inquiétudes, longtemps contenues au nom de l'urgence sécuritaire, apparaissent désormais au grand jour, à mesure que l'Alliance passe de l'effort initial à une phase où le calibrage précis du pouvoir devient incontournable. Dans le même temps, les pressions internationales continuent de monter. Les sanctions occidentales,
combinée aux critiques ouest publiques, isole davantage la coalition et renforce mécaniquement l'importance des soutiens extérieurs tels que la Russie, la Chine ou la Turquie. Cette asymétrie de dépendance crée une équation diplomatique délicate où chaque partenaire tente d'éviter que l'alliance ne devienne l'otage d'un seul bloc géopolitique. La question devient alors: jusqu'où l'alliance peut-elle s'appuyer sur ses relais extérieurs sans sacrifier l'autonomie stratégique qu'elle affirme vouloir défendre? Pour ce qui concerne les populations locales, dans les zones rurales du Burkina Faso, du Mali et du Niger, les conséquences immédiates de l'alliance des États du Sahel se mesurent d'abord dans la vie quotidienne. La réduction de certaines attaques et la reprise progressive de routes secondaires permettent à des villages autrefois isolés de retrouver un minimum de mobilité. Pour de nombreuses familles, cela signifie un accès plus régulier au marché hebdomadaire, aux soins de base ou aux points d'approvisionnement. Cependant, cette amélioration demeure fragile. La menace djihadiste reste active, capable de frapper ponctuellement et de remettre en cause les progrès obtenus. Le soutien exprimé envers l'Alliance reflète une aspiration profonde à la stabilité, mais cette confiance dépendra de la capacité des forces conjointes à maintenir la pression dans la durée. En ce qui concerne les États et leurs institutions, pour les gouvernements de Ouagadougou, Bamako et Niamey, la création de l'Alliance constitue une opportunité de rééquilibrage interne du pouvoir militaire. La centralisation partielle du commandement accélère certains processus décisionnels longtemps freinés par des rivalités bilatérales. Néanmoins, les tensions associées à la répartition des responsabilités demeurent réelles. Le Burkina Faso, fortement associé au leadership d'Ibrahim Traoré, est parfois perçu comme dominant l'orientation stratégique, ce qui suscite des discussions récurrentes au sein des autres états-majors. L'avenir institutionnel de l'Alliance dépendra de la capacité des trois pays à consolider des mécanismes de gouvernance partagés, capables de résister aux divergences inévitables sans provoquer de rupture. Sur le plan économique et pour les entreprises, sur le plan économique, les effets sont contrastés. La sécurisation relative de certaines routes commerciales facilite la circulation des biens essentiels et réduit, dans quelques régions, le coût de transport qui avait explosé sous la menace constante des attaques. Cette amélioration profite surtout aux petits commerçants et aux marchés locaux, dont la survie dépend de la régularité des échanges. En revanche, l'isolement diplomatique croissant des trois pays entraîne une pression sur les flux financiers internationaux, compliquant l'accès aux investissements extérieurs traditionnels. Les partenariats avec la Russie, la Chine et la Turquie ouvrent de nouvelles perspectives, mais ces alternatives ne compensent pas encore le ralentissement économique déclenché par les sanctions occidentales. Les entreprises régionales tentent de s'adapter, mais l'incertitude politique rend les projections à moyen terme particulièrement difficiles. À l'échelle régionale et internationale, au niveau régional, l'Alliance redistribue les équilibres de pouvoir en Afrique de l'Ouest. Son retrait de la CEDEAO rompt avec l'architecture sécuritaire dominante depuis des décennies, créant un précédent dont les effets pourraient s'étendre au-delà des trois membres fondateurs. Dans la scène internationale, la présence d'acteurs comme la Russie et la Chine renforce l'autonomie revendiquée par l'Alliance, mais intensifie également la rivalité avec les puissances occidentales. Cette polarisation croissante pourrait placer la coalition dans une zone de turbulence diplomatique où chaque décision sera scrutée et interprétée comme un alignement stratégique. La capacité d'Ibrahim Traoré et de ses homologues à naviguer dans cet environnement déterminera l'évolution géopolitique du Sahel dans les prochaines années. Dans un scénario optimiste, si l'Alliance des États du Sahel parvient à maintenir une coordination militaire soutenue
et à stabiliser les zones frontalières les plus vulnérables. Alors, les résultats obtenus pendant les premiers mois pourraient en servir de base à une progression plus régulière. Dans cette configuration, l'intégration progressive des unités opérationnelles et l'amélioration du partage du renseignement renforceraient la pression exercée sur les groupes djihadistes, réduisant encore leur marge de manœuvre. Si, en parallèle, les tensions internes entre les trois États restent contenues grâce à des mécanismes de gouvernance mieux définis, alors l'Alliance pourrait s'engager dans une phase de consolidation institutionnelle. Ce scénario ouvrirait également une opportunité diplomatique. Certains partenaires extérieurs pourraient revoir leur position et adapter leurs relations à cette nouvelle architecture sécuritaire régionale. Dans un scénario de base, si les progrès militaires se poursuivent mais ralentissent, alors la situation rentrerait dans une dynamique intermédiaire où les avancées sur le terrain coexisteraient avec des résistances persistantes. Dans cette hypothèse, la coalition parviendrait à contenir les attaques majeures, mais sans éliminer les capacités d'adaptation des groupes armés. Si les divergences politiques entre Ouagadougou, Bamako et Niamey continuent d'apparaître ponctuellement, alors elles pourraient freiner l'intégration complète du commandement unifié, sans toutefois provoquer une rupture ouverte. Ce scénario verrait sans mieux également une intensification de la pression géopolitique internationale, sans qu'en maintenu dépendance renforcée aux partenaires non occidentaux et marge de manœuvre diplomatique réduite. La stabilité resterait possible, mais conditionnée à une vigilance constante. Dans un scénario pessimiste, si les tensions internes entre les trois États membres s'aggravent, alors l'Alliance pourrait entrer dans une phase de fragmentation progressive, une contestation accrue du poids militaire du Burkina Faso ou un désaccord majeur sur la répartition des responsabilités suffirait à ralentir drastiquement les opérations conjointes. Si les groupes djihadistes exploitent ces fissures, alors ils pourraient regagner une partie du terrain perdu au cours des premiers mois. Dans cette configuration, la dépendance aux soutiens extérieurs s'intensifierait, accentuant la polarisation internationale et compliquant davantage la gestion interne de la coalition. Ce scénario ouvrirait la voie à une prolongation du conflit où la stabilité régionale deviendrait de plus en plus incertaine et coûteuse. Pour une grande partie de la jeunesse sahélienne, l'Alliance des États du Sahel représente bien plus qu'un dispositif militaire. Elle symbolise une tentative de reprendre la maîtrise d'un destin longtemps dicté par des dynamiques extérieures. Dans plusieurs villes du Burkina Faso, du Mali et du Niger, ce sentiment se traduit par une volonté croissante de comprendre les enjeux régionaux, de débattre des choix politiques et de mesurer les conséquences réelles de cette nouvelle configuration stratégique. Cette curiosité, nourrie par le besoin de stabilité, reflète un désir profond de voir émerger des institutions capables de répondre aux difficultés quotidiennes sans reproduire les erreurs du passé. Pour les diasporas sahéliennes installées en Europe, en Amérique du Nord ou au Moyen-Orient, l'Alliance soulève un mélange d'espoirs et d'inquiétudes. D'un côté, elles observent avec intérêt la capacité des trois États à coordonner leurs actions et à obtenir des résultats concrets sur le terrain. De l'autre, elles redoutent que les tensions géopolitiques ne viennent fragiliser une initiative encore jeune, exposant leur pays d'origine à un isolement diplomatique accru. Nombreux sont ceux qui, au sein de cette diaspora, cherchent à relayer une compréhension nuancée de la situation afin d'éviter que les débats internationaux ne se réduisent à des lectures simplistes ou polarisées. Pour les observateurs extérieurs, chercheurs, analystes, journalistes, l'Alliance impose un changement de perspective. Elle montre que le Sahel n'est pas uniquement un théâtre de crise, mais aussi un espace d'expérimentation politique où se tentent des réponses inédites à des défis anciens. Cette prise de conscience modifie la manière d'aborder les évolutions régionales.
Plutôt que de se concentrer uniquement sur les risques, de plus en plus d'analystes s'intéressent aux possibilités ouvertes par cette recomposition, même si elle reste fragile. Dans ce dialogue élargi, une constante demeure. L'avenir de l'Alliance dépendra aussi de la manière dont les populations, locales comme diasporiques, s'approprieront les transformations en cours, les soutiendront, les critiqueront et les infléchiront. La pérennité de l'Alliance des États du Sahel dépend désormais d'un ensemble de mesures concrètes capables de consolider les avancées obtenues tout en limitant les risques internes. Dans cette perspective, plusieurs axes structurants apparaissent comme indispensables pour stabiliser la coalition et renforcer son efficacité opérationnelle. Sous la conduite politique affirmée d'Ibrahim Traoré et de ses homologues, ces mesures doivent s'inscrire dans un calendrier resserré afin d'éviter l'enlisement institutionnel. Stabiliser la gouvernance interne. 0,6 mois. Il s'agit de formaliser un mécanisme de décision partagée, incluant une rotation programmée de la présidence militaire et des comités de planification. La mesure de progrès reposerait sur la rapidité d'adoption des ordres conjoints et sur la réduction des blocages entre états-majors. 2. Unifier les systèmes de renseignement. 0,9 mois. La priorité consiste à intégrer les bases de données existantes dans un réseau commun sécurisé, capable d'alimenter en temps réel les opérations transfrontalières. La performance se mesurera au nombre d'interventions anticipées et à la baisse des incursions non détectées. 3. Consolider les capacités logistiques. 0,12 mois. Il faut harmoniser les chaînes d'approvisionnement en carburant, pièces détachées et équipements tactiques, tout en développant des dépôts avancés partagés. Le suivi s'appuiera sur la réduction des interruptions opérationnelles et sur la régularité des rotations sur le terrain. 4. Étendre la sécurisation aux zones civiles. 6-18 mois. Les forces conjointes devront coordonner des couloirs humanitaires stables, appuyés par des administrations locales, capables d'assurer les services essentiels. Les indicateurs porteront sur la réouverture durable des marchés, la baisse du nombre de déplacés et le retour graduel des activités agricoles. 5. Diversifier les partenariats extérieurs, 12 mois, et puis l'objectif n'est pas d'abandonner les soutiens actuels, mais d'éviter toute dépendance exclusive en développant des collaborations techniques régionales. La réussite se liera dans la capacité de l'Alliance à obtenir des appuis multiples sans compromettre son autonomie stratégique. Dans les zones frontalières où les premiers marchés ont timidement rouvert, l'atmosphère reste suspendue entre soulagement fragile et vigilance constante. Les habitants, qui regagnent les routes autrefois impraticables, savent que chaque progression découle d'un équilibre encore instable, mais ils perçoivent aussi dans ces trajectoires retrouvées une forme de continuité qui leur avait longtemps échappé. Cette réapparition de gestes quotidiens simples, circuler, échanger, vendre, cultiver, constitue l'un des symboles les plus tangibles du changement enclenché depuis que l'Alliance s'est structurée sous l'impulsion politique d'Ibrahim Traoré et de ses homologues. Ce retour du mouvement, même partiel, agit comme un fil discret reliant les promesses initiales aux réalités vécues par les communautés qui demeurent, malgré tout, au cœur de cet effort collectif. Pourtant, derrière ces signes visibles persiste la conscience que tout peut encore basculer. Une offensive imprévue, une divergence interne, un glissement diplomatique suffirait à réimposer l'immobilité forcée des années précédentes.
C'est précisément cette tension entre avancée et incertitude qui donne sa profondeur émotionnelle à l'Alliance, rappelant que chaque zone rouverte n'est pas seulement une victoire militaire, mais une reconquête humaine. Dans ce paysage en rééquilibre, une conviction émerge lentement. La stabilité ne sera durable que si la cohésion politique accompagne les progrès du terrain. La paix exige une persévérance sans faille. À l'heure où l'Alliance des États du Sahel poursuit son évolution, un espace de réflexion collective s'ouvre pour celles et ceux qui observent, de près ou de loin, les transformations en cours. Les discussions autour de la souveraineté, des choix sécuritaires et des alliances extérieures invitent à considérer cette expérience non comme un modèle figé, mais comme un processus encore en construction, traversé d'incertitudes et de possibilités. Dans les villes, les villages et les diasporas, chacun perçoit différemment les implications de cette recomposition régionale, qu'il s'agisse de ses bénéfices visibles ou des tensions qu'elle révèle. Cette diversité de regards montre que l'avenir du Sahel ne dépend pas uniquement des opérations militaires ou des décisions gouvernementales, mais aussi de la capacité des sociétés à formuler leurs aspirations, leurs doutes et leurs attentes avec nuance. C'est dans ce dialogue élargi que peut se dessiner une compréhension plus fine de ce qui est en jeu, la manière dont une région cherche à se réinventer face aux contraintes d'un monde où les équilibres se déplacent. Chacun est libre d'y apporter sa voix, son analyse ou son questionnement, afin de nourrir une conversation collective qui dépasse les frontières.